Comment s'affirmer quand on est introverti? Si en plus de ça vous êtes timide, que vous n'avez pas vraiment l'impression de vous affirmer et de vous faire respecter, je vous invite à rester jusqu'à la fin car on va voir dans cette vidéo 7 manières de s'affirmer et de se faire respecter quand on est plutôt silencieux. Car quand on est silencieux, on peut facilement se sentir écrasé par les autres et ne pas savoir dire non et avoir l'impression d'être à la merci de n'importe qui. Et on a beau essayer de s'affirmer, on a vraiment du mal. Aussi peut-être parce qu'on a peur de froisser la personne en face. Et on aimerait le faire, hein, mais on veut à tout prix éviter d'être méchant et on ignore comment s'y prendre. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient trouver ça utile, je vous invite à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Perdons pas plus de temps et commençons directement avec la première astuce qui consiste à adopter un langage corporel affirmé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez faire des mouvements lents et ne pas nécessairement vous précipiter. Quand on voit quelqu'un bouger lentement dans un contexte où n'importe qui d'autre aurait peur et serait stressé comme pas possible, en gigotant de partout, ça nous donne l'impression que cette personne est très confiante et surtout qu'elle n'a pas peur de la situation en question, qu'elle ne ressent aucune pression. Donc par exemple, si vous devez faire un oral en classe, juste avant de vous retrouver devant tout le monde, si ça vous stresse beaucoup, vous pouvez discrètement respirer profondément. Voilà, prendre de grandes inspirations avant d'y aller. Et quand vous marchez en direction du tableau, vous pouvez prendre votre temps en marchant lentement. Alors j'ai déjà fait ça pour un oral pour le premier semestre de cette année et ça a grave marché. Je me sentais super confiant et j'ai fait une super prestation. Alors que l'oral, j'avais fini de le préparer la veille. Donc c'est pour vous dire. Je voulais tellement rester confiant et ne pas me stresser que j'ai bien pris le temps pour marcher et pour arriver en cours alors que j'étais déjà un peu en retard. Et qu'on était en plus censé passer dès le début du cours. Et j'étais tellement en détente. C'était parfait. Être 100% dans un état de détente en faisant un oral en public, je peux vous assurer que ça n'a pas de prix. Pour compléter ces mouvements-là, vous allez aussi prendre l'habitude de davantage regarder les gens dans les yeux et maintenir ce regard. On connaît, ou du moins on a tous au moins déjà connu, des personnes qui avaient le regard fuyant. Elles ont l'air de ne pas avoir confiance en elles, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Surtout pendant une dispute ou un conflit, c'est là où regarder l'autre dans les yeux et maintenir l'eye contact est le plus important. Si vous avez le regard fuyant dans un tel moment, vous perdez votre pouvoir, vous perdez votre affirmation de soi, et vous donnez tout le pouvoir à la personne en face de vous. Alors attention, avec un tel conseil, beaucoup essaieront de regarder les autres dans les yeux de manière constante sans jamais cligner des yeux. Clairement, c'est pas non plus le but. Surtout en dehors des conflits, si vous faites ça, vous allez juste mettre tout le monde mal à l'aise et passer possiblement pour un sociopathe. Comme ils ont tendance à fixer les gens trop longtemps dans les yeux, étant donné qu'ils ne ressentent aucune gêne. Et surtout, il est important de noter que maintenir l'eye contact lors d'un conflit peut même empirer la situation et provoquer une plus grande colère chez vous et chez l'autre si aucun de vous deux n'est prêt à lâcher l'affaire. Le but n'est donc pas de ne jamais cesser de regarder l'autre dans les yeux, mais plutôt d'être conscient du message que vous envoyez à l'autre, selon où vous dirigez votre regard. Ainsi, si vous continuez de bien regarder l'autre dans les yeux, vous montrez clairement que vous n'êtes pas intimidé. Et c'est pour ça que le personnage le plus charismatique de Game of Thrones, selon moi, est Ygritte, car malgré le fait qu'elle est entourée de plein de mecs super dangereux, elle maintient l'eye contact et ne se laisse jamais intimider. Si votre priorité c'est plutôt de calmer les ardeurs et de relâcher la pression, je vous invite alors plutôt à baisser les yeux, mais ayez conscience que ça donne une impression de faiblesse. Donc tout dépend du contexte et de votre priorité. Ça peut être une bonne chose si vous vous disputez avec votre copine par exemple, et que vous vous rendez compte que c'est vous qui aviez tort depuis le début. C'est alors assez approprié de baisser les yeux dans ce cas-ci. Et enfin, si vous ne voulez pas que la situation n'empire, mais vous voulez pas non plus avoir l'air faible face à l'autre, vous pouvez simplement fixer la personne dans les yeux pendant 3 à 5 secondes, puis détourner votre regard vers la droite ou vers la gauche. De cette manière, vous ne baissez pas les yeux et vous ne maintenez donc pas non plus le regard. Deuxième astuce, soyez non réactif. Lorsque vous disputez avec quelqu'un, lorsqu'un conflit survient ou qu'une personne est passive-agressive avec vous, soyez dans la non-réaction. Ne pas réagir aux moqueries, insultes ou commentaires négatifs de la personne en face de vous, ça projette de la confiance en soi et notamment la confiance que vous avez dans le fait que vous pouvez gérer la situation. Et ce, peu importe ce qui arrive. Une réaction, c'est d'ailleurs ce que recherchent les enfants qui en harcèlent d'autres à l'école. Ils cherchent à voir l'autre réagir, car ça les amuse. Mais si la personne en face ne réagit pas et ne laisse vraiment percevoir aucun signe d'inconfort, les autres vont juste se lasser. Enfin, en tout cas, normalement, hein, ils peuvent aussi s'amuser à aller de plus en plus loin pour obtenir une réaction de votre part. Dans mon expérience personnelle, quand j'étais au collège, je réagissais pas, jusqu'à ce qu'il plante ses ongles dans ma peau et qu'il me plaque contre le mur. Le jeu étant de voir à quel moment je finirais par craquer et enfin réagir. Ce qui est encore plus amusant pour un harceleur que quelqu'un qui réagirait tout de suite dès la première violence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans une situation conflictuelle, il vaut mieux rester impassible face à l'agressivité qu'être expressif, ce qui est davantage adapté à un contexte plus positif et relaxant. Bien sûr, le but ici, c'est pas de faire genre on est confiant et on s'en fiche de ce qui est en train de se passer, alors qu'intérieurement on flippe notre race. Non, le but c'est plutôt de développer une confiance interne dans le fait que vous pouvez gérer n'importe quelle situation qui surviendrait. Que peu importe ce qui arrive, vous pourrez gérer la situation, vous pouvez gérer les imprévus. Et surtout, demandez-vous si ce conflit aura encore un impact dans votre vie d'ici une semaine. Si c'est pas une personne dont vous êtes particulièrement proche, il est fort à parier que non. Donc avez-vous vraiment quelque chose à perdre ici ? Pas sûr. Troisième astuce, adopter un langage corporel généreux. Ça rejoint le tout premier point sur le langage corporel affirmé. Sauf que cette fois-ci, il s'agit non pas de faire des mouvements lents ou de regarder l'autre dans les yeux, cette fois-ci il s'agit de faire beaucoup plus de mouvements quand vous parlez. Notamment si vous êtes dans un groupe de personnes, faites des mouvements simples.
pour montrer votre présence, occuper l'espace. Ça peut être en vous accoudant sur le rebord d'une table, ou même en faisant des gestes avec vos mains quand vous parlez, comme ce que je fais depuis tout à l'heure d'ailleurs. Vous pouvez aussi maintenir le dos en l'air quand vous n'avez pas fini de parler pour éviter qu'on vous coupe la parole, et utiliser vos doigts pour compter des éléments lorsqu'il y a une liste dont vous voulez parler. Et surtout dans le cas d'un oral, je n'en peux plus de voir ça, donc s'il vous plaît, arrêtez. Cessez d'être en mode canard avec les bras collés à votre corps, décollez-les, éloignez les bras de votre torse, et parlez en faisant des gestes. Quatrième astuce, choisissez bien vos mots et votre intonation. Au lieu de dire « j'aimerais trop écrire un livre » ou « je veux trop écrire un livre », dites plutôt « je vais écrire un livre ». Si c'est bien un projet que vous avez. De manière générale, quand vous parlez beaucoup de projets que vous aimeriez faire, mais sans jamais rien faire pour aller dans ce sens, vous perdez le respect et l'admiration des autres. A l'inverse, si vous parlez de projets que vous faites réellement par la suite, ou du moins que vous tentez des trucs allant dans ce sens-là, vous gagnez le respect et l'admiration des autres. Et par rapport au ton de voix que vous adoptez, si vous êtes plutôt timide ou vous avez du mal à vous affirmer, il vous arrive sans doute souvent de finir avec une intonation qui va vers le haut, comme si c'était une question. Et ça montre que vous n'avez pas confiance en ce que vous dites, et pire encore, ça montre que vous n'avez pas confiance en votre capacité à former vos propres opinions et à y croire vous-même. Comme si vous étiez dépendant des autres pour savoir ce qu'il fallait penser. Donc si vous voulez projeter de la confiance avec votre intonation de voix, je vous invite fortement à finir vos phrases comme ça, plutôt que comme ça. Cinquième astuce, parler lentement et faire des pauses. Ça rejoint le langage corporel où vous vous déplacez lentement. Bah là c'est pareil, mais avec la voix. Ne vous précipitez pas pour Ne vous précipitez pas pour parler. Putain. Ne vous précipitez pas pour parler. Parlez au débit avec lequel vous êtes confortable et avec lequel vous êtes le plus à l'aise naturellement. Également, il est important de faire des pauses, déjà pour respirer et pouvoir continuer de parler avec toujours autant de conviction et d'assurance, mais aussi pour capter l'attention des gens. Parce que oui, les moments de silence sont les meilleurs moments pour recapter l'attention de tout le monde, car ça crée une pause, une cassure dans le rythme, et on s'en rend compte auditivement qu'il y a quelque chose qui a changé. Même si on n'était pas en train d'écouter la personne, et ça permet donc de regagner l'attention des autres. C'est d'ailleurs souvent utilisé dans le stand-up. Pour faire une bonne chute, les humoristes font souvent exprès de faire une toute petite pause juste avant de délivrer sur un plateau la chute de leur blague. Et c'est ça qui provoque le rire. Ou du moins qui l'amplifie. Certaines vannes ne marcheraient même pas si on les balançait sans faire de pause juste avant. Donc sans même parler de stand-up, essayez de faire des pauses à des moments stratégiques. Un moment où tout le monde veut savoir la suite de votre phrase. Oui, j'ai peur qu'on coupe la parole ou qu'on croit que j'ai fini de parler si je fais une pause. Aucun souci, vous n'avez qu'à faire une pause au plein milieu de votre phrase. Il sera donc évident que vous n'avez pas fini. Et vous pouvez même combiner cette astuce-là avec le fait de lever votre doigt pour indiquer que vous n'avez pas fini de parler. Si vous voulez vraiment être sûr de ne pas vous faire couper la parole. Aussi, je vous invite à finir vos phrases. Si quelqu'un tente de vous couper la parole et de parler par-dessus vous, ne vous laissez pas perturber et finissez au moins la phrase que vous étiez en train de faire, avec la même intonation de voix et à la même vitesse. Il est aussi très important de ne pas faire de ce qui est très courant en France. C'est un réflexe si ancré qu'il faut un moment avant d'arrêter complètement de le faire si vous essayez d'arrêter. Mais faire des ça vous empêche de reprendre votre respiration, ce qui vous empêche aussi de parler avec assurance et conviction par la suite. Et en plus, ça envoie un signal de manque de confiance dans ce que vous dites, car vous paraissez tout de suite bien plus hésitant et peu sûr de ce que vous racontez. Sixième astuce, apprenez à dire non. Il faut commencer petit. Commencez d'abord par dire non pour de toutes petites choses et avec des personnes avec qui vous êtes vraiment à l'aise et qui sont peu susceptibles de le prendre mal. Et petit à petit, dites non à des choses plus conséquentes et à des personnes que vous connaissez à peine ou avec des choses sur lesquelles vous êtes moins à l'aise. Évidemment, ce sera plus intimidant si jusqu'ici vous n'avez jamais dit non et que les personnes en face de vous réagissent en étant choquées que vous leur disiez non. Mais c'est en y allant petit à petit que vous allez finir par y arriver et ainsi mieux vous affirmer. Et très important, vous n'avez pas toujours à vous justifier. Il est très répandu de se forcer alors qu'on n'a pas envie. Tout ça juste parce qu'on n'a pas de raison valable de dire non. Vous n'avez pas toujours à vous justifier, il n'y a pas toujours de raison valable à avoir. Si un ami vous propose de sortir mais que vous aviez prévu de jouer aux jeux vidéo toute la journée en mode gros flemmard, allez-y. Évidemment, je vous dis pas de délaisser vos proches au profit des jeux vidéo, ou de toujours refuser de sortir avec eux. Mais parfois, ça fait du bien de juste passer du temps avec soi, surtout si vous êtes à dominante introvertie. Donc, no stress, il n'y a pas toujours besoin de se justifier, et si la personne en face le prend mal, c'est son problème. Vous avez le droit de gérer votre temps comme bon vous semble. Septième astuce, créez-vous des options. Imaginez, vous êtes devenu meilleur à votre travail au fil des années et vous pensez qu'il serait peut-être temps d'obtenir une augmentation parce que vous apportez bien plus de valeur à l'entreprise aujourd'hui qu'à votre arrivée. Vous allez donc voir votre patron et vous lui dites ça fait longtemps que je travaille ici donc j'aimerais bien une augmentation, wesh. Filez-moi de l'oseille. Bon, c'est un peu de choses près ce que vous direz. Vous êtes donc concentré sur vous et sur ce que vous voulez. Il y a plus convaincant que ça quand même. À la place, vous pourriez dire « Salut patron, je pense pouvoir davantage apporter à l'entreprise et atteindre un plus haut niveau de performance. Qu'est-ce que vous auriez besoin de voir de ma part pour les 3 prochains mois pour m'augmenter ?» Ensuite, établissez une liste avec votre patron avec écrit noir sur blanc dessus ce que vous devez accomplir pour obtenir cette augmentation. Et faites en sorte de garder une trace écrite officielle de cette conversation pour qu'il ne puisse pas faire genre plus tard de ne pas se souvenir, voire même de ne jamais avoir eu cette conversation-là avec vous. Et après, à vous de jouer, à vous de réussir à cocher les cases de ce que vous devez accomplir pour obtenir cette fameuse augmentation. Dans le même temps,
Maintenant, assurez-vous de chercher d'autres offres d'emploi ailleurs, dans le cas où votre patron déciderait finalement de ne pas vous céder cette augmentation, ou qu'elle serait trop faible selon vous, ou même que les objectifs à atteindre seraient trop difficiles à atteindre, objectivement parlant. De cette manière, si votre patron vous dit justement qu'il a finalement décidé de ne pas vous augmenter, vous pourriez lui dire que vous aimeriez vraiment rester, mais que vous avez reçu d'autres offres d'emploi avec une meilleure rémunération que vous aimeriez accepter également, si jamais vous n'êtes pas augmenté. Il y a de fortes chances après ça pour que vous soyez bel et bien augmenté. Mais si vous n'avez pas encore la confiance nécessaire pour faire ce genre de choses, je vous invite à aller voir cette vidéo aussi qui vous aidera à développer des traits psychologiques positifs qui permettent de savoir si l'on a une bonne santé mentale. Car ces traits permettent de gagner en confiance en soi. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous invite donc à mettre un like pour lui donner plus de visibilité pour pouvoir potentiellement aider plus de personnes. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo qui sera sur la séduction cette fois-ci. Allez, à bientôt, ciao, over.